Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. En sport, Joël Brunner décortique la création d'Union Handball La Côte. En plateau, il reçoit Laurent Serron, président de ce nouveau club, et Christophe Fourcault, l'un des entraîneurs. Ensuite, direction Nyon pour découvrir le chantier de l'usine à gaz. En plateau, nous recevons pour la rubrique Culture Karine Grasset, la nouvelle directrice, et Mike Colly, programmatrice musicale. Bienvenue pour cette quotidienne du mercredi 26 août. Un nouveau club de handball est né dans la région. Il s'agit du Nyon Handball La Côte, un club créé suite aux différents désaccords au sein du Handball Club de Nyon pendant l'été. Laurent Serron et Christophe Fourcault, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Joël. Bonjour Joël, merci de nous inviter. Vous êtes respectivement président et entraîneur de ce jeune club. Et si vous l'avez créé, c'est parce que vous ne partagez pas les mêmes idées que le HBC Nyon, que le nouveau comité du HBC Nyon. Pourquoi avoir créé ce nouveau club, Laurent? Créer un nouveau club, c'est énormément d'énergie. Alors c'est vrai que c'est énormément d'énergie de créer un nouveau club. Je pourrais vous en parler encore plus en détail. Les raisons, elles sont assez simples. Il y a eu une scission lors de l'AG du 18 juin dernier. Et puis, on a décidé, pour aussi, sous forme d'apaisement, que finalement de quitter le club et puis de créer ce nouveau club, poussé par les enfants aussi, qui souhaitaient jouer dans un nouveau club. Donc là, on est tout un groupe de parents à avoir constitué ce nouveau club, le Nyon Handball La Côte, et pouvoir partager des valeurs communes. Le vote lors de cette assemblée a été très serré, 55 voix contre 51. Donc il y a eu véritablement deux camps. Vous n'auriez pas pu continuer, tu n'aurais pas pu continuer au sein du HBC Nyon, Christophe? Non, absolument pas. Pour différents problèmes que je n'ai pas envie d'aborder ici, mais je pense que j'étais à la fin d'un cycle avec ces personnes-là et je ne m'y retrouvais pas sur les contenus et sur les projets, enfin sur leurs projets. Voilà. En quoi la philosophie de ce NHB change? Parce que maintenant, c'est un nouveau club, c'est une nouvelle direction qui est justement contraire ou opposée à celle du HBC Nyon. C'est une autre vision de voir le handball. Alors, on a surtout fait notre vision. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire en opposition, on cherche à construire notre vision par rapport à nos valeurs et ce qu'on cherche à avoir. Encore une fois, je le répète, on est tout un groupe de parents à suivre des enfants qui souhaitaient quitter le club et qui souhaitaient toujours jouer ensemble, entre copains, entre copines. Et donc, on a constitué ce club pour eux. Et puis, il est aussi à leur service et ils participent grandement à la construction du club. Il faut savoir, par exemple, ce logo, c'est les enfants qui l'ont construit. Le site internet, il est construit aussi par les enfants. Alors, je dis les enfants, mais il y a des adolescents, il y a des grands adolescents dedans. Et ils participent grandement à la construction de ce club. Ça, c'est la philosophie qu'on veut avoir pour avoir un cadre vraiment bienveillant autour de ces enfants. Un club donc familial, mais où se retrouvent certains éléments du HBC Nyon. Christophe, tu peux nous en parler? Quels sont les joueurs qui finalement ont quitté le HBC Nyon et joueuses pour venir dans le nouveau club, le NHB? Ce qui est surprenant, je pensais qu'il allait y avoir que mes équipes qui allaient me suivre, c'est-à-dire l'équipe première, mais bon, l'équipe première n'a pas suivi puisqu'on n'a pas d'offres sportives intéressantes à leur proposer, donc ils sont un petit peu dispatchés dans toute la région. Les moins de 19 sont venus en masse. On va dire qu'il y a 95% des moins de 19 qui nous ont suivis. Et la grande satisfaction, c'est qu'on a eu d'autres équipes, notamment les moins de 14 ans filles et les moins de 16 filles qui nous ont suivis, puisqu'on était 18 à l'entraînement lundi. Donc ça, c'est vraiment une marque de soutien pour notre nouvelle structure vraiment intéressante. Après, nous, là où on veut vraiment frapper fort, c'est sur l'offre de pratique du samedi matin. On est un des seuls clubs de la région à proposer une activité collective le samedi matin. Et j'appelle tout le monde déjà à venir de 10h à midi au COSI, donc les 7, 8, 9, 10 jusqu'à 12 ans, s'initier au mini-handball. On vous entend, c'est un club jeune par son âge et puis par les juniors qu'il a. C'est un club formateur, c'est ça le NHB. C'est vraiment pas basé sur les actifs, mais vraiment sur la formation. Oui, alors basé sur la formation, basé sur le relationnel, on fait en sorte que les enfants se sentent bien, ils soient bien encadrés pour qu'ils soient heureux dans ce cadre-là. Et ça, c'est vraiment la priorité. Nous, en tant que parents, c'est vraiment ce à quoi on veille. L'aspect technique et sportif, on l'a confié à Christophe, parce que Christophe est un entraîneur reconnu, et donc il saura les développer, et donc ça répond aussi à votre question. Sur cette formation, c'est entre les mains de Christophe. Donc c'est un véritable équilibre entre le dépassement de soi qu'on cherche à avoir dans le sport, mais aussi un cadre bienveillant pour eux.
Combien de membres a le club actuellement? Alors, on a près de 50 de membres et là on vient d'avoir des créneaux dans de nouvelles salles puisque en plus du COSI de Maran, on a maintenant Copé dans lequel on pourra s'entraîner. Donc là les recrutements vont affluer, les parents savent maintenant qu'il y a des créneaux disponibles et les horaires disponibles, donc ils vont pouvoir inscrire leurs enfants au fur et à mesure. Le nom du club c'est justement NHB La Côte, oui. Tu nous parles de salles à Copé, tu nous parles de salles à Nyon. Est-ce qu'on peut justement voir une envie d'expansion aussi, pas seulement se baser sur Nyon? Oui, l'objectif, c'est pour ça qu'on avait choisi ce nom, c'est de rayonner sur l'ensemble de la côte, parce qu'on estime qu'il y a encore un gros potentiel de développement de handball sur la région. Alors il y a certes d'autres clubs et qui font aussi un travail considérable, mais on pense que le handball est sous-développé dans la région par rapport à d'autres sports collectifs en particulier. Donc d'avoir cette volonté de rayonnement sur l'ensemble de la côte, c'est notre volonté. Et vous voyez qu'en 2 mois, on arrive déjà à avoir des créneaux dans des salles assez intéressantes et assez larges géographiquement. Christophe Laurent disait juste avant que tu étais la bonne personne pour t'occuper des jeunes, mais est-ce que ça ne va pas te manquer de ne plus avoir cette première ligue, cette première équipe, c'est grand, si on peut dire? Ça fait 20 ans que je suis dans on va dire dans le haut niveau, dans les niveaux intermédiaires, que ce soit en France ou en Suisse, hein, sur des niveaux N1, N2, sur des pôles, des centres de formation. L'idée de création de club, c'est vraiment un challenge qui m'intéresse énormément. Et puis, pour en revenir à ce que disait Laurent, moi aussi, je suis parent de 2 jeunes handballeurs qui ont envie de faire du handball à un niveau intéressant. Et le cadre épanouissant qu'on va leur proposer était primordial pour moi, si on voulait rester dans la région. Et je pense qu'on va arriver à faire quelque chose de très, très, très bien. La suite, sur le court terme, comment est-ce qu'elle se présente au niveau du nombre d'équipes? On sait que la saison, elle débute bientôt, au début septembre. Hein, les premiers matchs sont joués. Combien d'équipes est-ce qu'il y aura au NHB? Alors c'est une bonne question. Il faut savoir qu'avec le règlement de la FSH, il ne nous aurait pas été possible de jouer à partir du mois de septembre, mais de jouer avec assurance à partir du mois de janvier. Là, on a une possibilité, en ce moment on discute avec la FSH pour avoir une possibilité d'engager 1 voire 2 équipes dès le début septembre. Dans les jours qui viennent, on le saura, comment nos équipes pourront jouer ou pas. 1 voire 2 équipes, lesquelles sont-elles? Christophe, tu les entraînes toutes, les équipes de ce club jusqu'à présent, c'est lesquelles? On aimerait avoir une équipe en moins de 19 ans garçons et une équipe en moins de 16 ans filles. On va regrouper des 14 et des 16. Après, pour les 13, on peut les inscrire directement en tournoi. Les 11, les 9, les 7, pareil. Pour en revenir à cet aspect-là, on a quand même, sur ces 2 équipes-là, une trentaine de gamins, enfin, de jeunes joueurs et de jeunes joueuses, qui aiment le handball. C'est leur passion, c'est pour certains leur raison de vivre, mis à part la famille et l'école. J'aimerais que la bonne foi prenne le dessus sur des problèmes égaux et qu'on n'empêche pas de jouer ces gamins. Voilà, c'est pas l'entraîneur de haut niveau qui parle, c'est le papa de Zoé et Antonin. Il serait intéressant qu'on puisse raison garder et puis accepter de faire jouer tout ce petit monde. Voilà. Il faut que le handball soit... Il faut que le handball triomphe. Voilà, exactement. Et il triomphe avec le NHB et notamment le samedi matin pour finir. Samedi prochain, c'est un peu la journée du NHB, c'est la journée où tout le monde peut venir essayer, hein, Laurent. Alors c'est ça, on a voulu sur cette journée-là ouvrir nos portes pour faire découvrir le handball à ceux qui ne l'avaient pas pratiqué encore. Donc c'est une journée découverte, on l'a appelée comme ça. Et le matin, en particulier de 10h à 13h, ça sera ouvert sous forme d'atelier pour tous les enfants de 7 à 12 ans qui souhaitent venir découvrir le hand ou recommencer à jouer au hand s'ils sont arrêtés à un moment donné et s'essayer. Et l'après-midi, il y aura des matchs avec les juniors plus âgés et les équipes que Christophe a mentionnées. Donc porte ouverte et découverte samedi matin. Ce sera les premiers matchs du NHB, Christophe? Premier match du NHB, on a choisi des équipes de haut niveau de la région. Donc les 14-16 filles vont jouer contre Team Vaud et les 19 vont jouer aussi contre Team Vaud. Donc c'est ce qui se fait de mieux sur la Romandie. Voilà, la date est prise. Merci beaucoup, messieurs. Samedi 29, la journée d'inauguration, si on peut dire, du NHB. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup, Joël. Débutés en 2018, les travaux d'agrandissement de l'usine à gaz prendront fin février 2021, mardi, lors de la présentation de la 3e et ultime saison hors les murs. Les invités ont eu le privilège de découvrir les lieux, visite en compagnie du nouveau directeur technique, Dan Horry. Salut, bienvenue à l'usine à gaz, je suis Dan, le nouveau directeur technique.
On va aller faire une petite visite, suivez-moi. Alors on est dans la nouvelle salle de spectacle de Usine à Gaz. C'est une salle de 208 places assises, il y aura 208 fauteuils là, et une scène de 15 mètres par 14 qui va pouvoir accueillir théâtre, danse, musique, dans des conditions qui vont être assez exceptionnelles. L'acoustique est vraiment excellente. C'est vraiment une salle qui va répondre et qui répond déjà aujourd'hui à ce qu'on voit, aux besoins des spectacles qu'on aimerait accueillir et la programmation qu'on va faire. Suivez-moi, attention les marches. On est sur la scène ici avec l'accès du plateau pour le décor juste derrière qui arrive directement depuis la route via un monte-charge. Et on a une magnifique hauteur de jeu ici qui va nous permettre d'accéder aux demandes des spectacles qu'on va accueillir ici et pouvoir installer des gros décors. Là, nous sommes dans le studio de répétition qui va être aménagé en acoustique et avec un parquet de danse pour toutes les répétitions des spectacles, pour la création, pour vraiment pouvoir accueillir des compagnies entières, l'échauffement, etc. Donc ils sont juste à côté de la scène, donc on a vraiment un couloir qui nous sépare de la scène et aussi accès aux loges par l'escalier à l'appartement qui est juste au-dessus. 2 salles, 2 ambiances? 2 salles, 2 ambiances. Ici, c'est vraiment, il n'y aura pas de public ici, c'est vraiment une zone de travail qu'on va pouvoir louer séparément de la salle et qui va pouvoir aussi travailler en même temps qu'un spectacle à côté. Mais le but, c'est vraiment studio de répétition, studio de création. Ici, vous connaissez, c'est l'ancienne usine à gaz qui va garder tous ses charmes et qui va accueillir toute la programmation musique actuelle, un peu de théâtre aussi et tous les spectacles qu'on va pouvoir imaginer ici. On reste dans le même esprit. Et a priori, on ne va pas faire de travaux ici. Il y a quelques travaux qui sont faits au plafond d'isolation, mais sinon on reste dans la même configuration. L'usine à gaz lance dès septembre sa 3e et ultime saison hors les murs avant de regagner ses locaux en juin 2021. Une saison plus intense, courte, mais riche en collaboration. On en parle avec la directrice toute nouvelle, Karine Grasset de l'usine à gaz et aussi Mike Holly, nouvelle aussi programmatrice musicale. Bienvenue à vous, merci d'être avec nous mesdames. Merci beaucoup. Karine Grasset, j'aimerais commencer cette discussion avec vous. Avant de parler de la programmation, un petit retour en arrière quand même, parce que vous arrivez en pleine période de semi-confinement, et puis là, la culture est en pause. Sacré début. Oui, c'était assez troublant, en effet. C'était, pour décrire la situation, je suis arrivée dans des bureaux qui étaient désertés, enfin déserts, pas désertés, pardon. Déserts parce que l'équipe était en télétravail. Effectivement... la saison était interrompue, le chantier était arrêté, et voilà. Et puis il a fallu un petit moment pour prendre la mesure des implications de l'interruption des activités, gérer cette interruption, nous faire une visibilité financière, dégager des perspectives de reprise de l'activité. Et puis clarifier le calendrier, en fait. Donc effectivement, ça a pris un petit peu de temps pour trouver ses marques et pour établir un point de départ. À présent, ce point de départ, plein de nouveautés, des nouveaux locaux, mais aussi une nouvelle équipe. Rapidement, combien de personnes est-ce qu'on aura à l'usine à gaz? À ce jour, on est 7, on devrait bientôt être 8 pour lancer la saison et traverser cette année qui va nous conduire à intégrer les murs de l'usine à gaz, on sera 8. 8 personnes pour combattre, j'ai envie de dire aussi, cette crise sanitaire, ce mouvement un peu particulier qui y règne. Et cette crise, justement, elle a mis en lumière la très grande précarité du milieu artistique. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit est votre équipe? L'équipe, je crois, est très engagée. Enfin, c'est ce que je sens vraiment. Je sens que tout le monde est mobilisé, tout le monde est là. Il y a 3 personnes, et ça va faire 4 avec la prochaine qui va arriver. Enfin, en tout cas, la moitié de l'équipe qui est arrivée dans les 3 dernières semaines. Donc, c'est un début très, très dynamique, très vigoureux. Il faut se saisir tout de suite des enjeux et des objectifs. C'est une mise à l'épreuve qui est quand même assez
assez challenging, on va dire. Du challenge, justement, Maï, vous en aurez. Vous étiez déjà là au sein de l'usine à gaz en tant que responsable communication. Aujourd'hui, vous prenez vos fonctions en tant que programmatrice musicale. On sait que c'est un rôle hyper important pour l'usine à gaz, une scène emblématique de la ville de Nyon. Quels sont vos objectifs? De quelle usine est-ce que vous rêvez? Je rêve d'une usine pour vraiment rassembler les gens, de proposer à l'image de l'usine à gaz vraiment des styles différents, essayer de satisfaire le plus grand nombre, ramener peut-être un public un peu plus jeune, peut-être collaborer, je ne sais pas, avec des associations de la région, mais vraiment que ce soit un lieu rassembleur. Un lieu rassembleur et surtout, pour cette demi-saison, vous avez mis l'accent encore plus sur la scène locale suisse. Pourquoi, Karine? Pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a beaucoup de talent en Suisse romande et en Suisse, bien sûr. Et aussi parce qu'effectivement, c'est une période qui est difficile pour le milieu professionnel et il nous semblait important d'être solidaire et d'essayer au moins de donner des perspectives d'emploi. Mais les choix sont d'abord des choix de cœur. Des choix de cœur. Effectivement, on a un sentiment qu'on se doit d'une certaine solidarité. Sans le milieu professionnel, sans les artistes, on n'existait pas. Il n'y a pas de salle. Une solidarité pour toute l'équipe technique, mais aussi pour l'artiste. Alors, on sait que les choix sont difficiles à faire, tous les choix sont de cœur et importants à soutenir, mais les grands temps forts de cette édition, ce sera quoi? Donnez-nous un peu envie. Parmi les temps forts, peut-être mentionner le premier spectacle accueilli, qui est un spectacle qui mêle danse et musique, danse et chant. Un objet très insolite, assez audacieux, qui va se créer tout bientôt, à la fin de la semaine à la Bâtie, à Genève. Marthe Krumenacher et Chloé Bierry. Donc c'est une improvisation entre une danseuse et une chanteuse dans un dispositif très complexe avec 62 postes de radio qui diffusent 62 pistes différentes de sons. Voilà, c'est la première fois qu'on amène. C'est le premier spectacle avec lequel on ouvre, donc c'est symbolique. On a ce très joli projet, la Bibliothèque sonore des femmes, qui est une installation pour laquelle on collabore avec la Bibliothèque adulte de Nyon, et qui est un projet qu'on a repris, qui était déjà dans la saison passée, et qui nous a semblé très important de reconduire, et on a eu l'opportunité de le faire. C'est un projet qui met en lumière les écrivaines femmes, donc, dont l'histoire de la littérature fait assez peu... auquel l'histoire de la littérature fait assez peu de place. Donc voilà, c'est une manière très inventive de Julie Gilbert d'avoir commandé des textes à des autrices contemporaines au nom de ces écrivaines de l'histoire. Et ces textes sont lus par des comédiennes que l'on peut entendre en décrochant des combinés téléphoniques. Et donc voilà, c'est un très joli projet. Après, on a des... entendu dire justement que le but de cette programmation, c'était d'avoir un peu la parité homme-femme. Et côté musique, aussi, vous vaguez à travers les lieux de Nyon, la parenthèse, le temple. Et là aussi, qu'est-ce que vous avez choisi de nous proposer pour cette demi-saison? Alors, il y aura vraiment plusieurs styles différents. Comme vous l'avez dit, il y aura une parité homme-femme de talents suisses et d'ailleurs. Notamment Sarah McCoy le 2 octobre au Théâtre de Maran, qui est une blueswoman avec une voix incroyable, qui est originaire de la Nouvelle-Orléans et qui sera au Théâtre de Maran. Donc, on se réjouit vraiment de l'accueillir. Il y a aussi Camilla Sparks dans un registre un peu plus électro, un peu plus, dans une ambiance un peu plus rock ou un peu plus dévergondé finalement d'un truc, qu'un concert assis. Mais autrement, ça va aussi à de la musique cinématographique avec Chassol, qui nous emmène vraiment dans un univers d'images et de musique qui nous fait vraiment voyager. On voyagera donc avec cette saison hors les murs pour la dernière. J'ai envie de dire, finalement, ça va être compliqué niveau temporalité, mais est-ce que vous vous réjouissez pas plus, très franchement, que ça se finisse pour pouvoir tout recommencer? Oui, non? Moi, je dois dire que je suis contente aussi d'avoir l'opportunité de rencontrer le public, d'aller vers les gens, parce que finalement, cette première demi-saison, on va vers les gens. On va dans les lieux, on va dans d'autres villes, on va à Rolle, on va à Coppet. Donc c'est chouette aussi ça, d'aller rencontrer le public, puis après de l'accueillir à la maison. Et c'est ainsi que ce sera fait. Tout de bon à vous, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À la maison, n'hésitez pas donc d'aller voir toute la programmation sur le site de l'usine à gaz.
Voilà, c'est tout pour cette quotidienne du mercredi 26 août. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain depuis les studios ou alors sur les routes du district.